Stephen Riggio a passé près de 30 ans à bâtir le succès de Barnes Noble. Il a occupé des postes clés en marchandisation, opération et stratégie avant de devenir président-directeur général en 2002. Connu pour son intellect et son leadership discret, Riggio a été crucial dans le lancement de barnesandnoble.com pour concurrencer Amazon. Très tôt dans ma vie, j'étais un lecteur. Quand j'ai décidé d'en faire une carrière, cela semblait naturel. Quand j'ai pris ma retraite, faire quelque chose d'audacieux était en quelque sorte dans les cartes. Le début de ce projet est né d'un événement tragique. En 2008, nous avons perdu notre fille, Mélissa. Après cela, je cherchais un moyen d'avancer. Un jour, j'ai eu l'idée, pourquoi ne pas étudier la langue italienne? Alors je déclare, je vais le faire. Et c'était l'audace. Cela a pris 3 ans et nous sommes ici maintenant avec les 2 volumes publiés. Ces efforts ont transcendé les livres, contribuant à la National Book Foundation et promouvant l'inclusivité via des organisations comme la National Down Syndrome Society. Le parcours de Riggio témoigne d'un leadership constant et d'innovation face aux changements industriels. Les livres informent et permettent d'apprendre. Ne vous préoccupez pas des regrets, vivez simplement le moment présent. Si vous suivez votre boussole morale, tout s'arrangera. Bienvenue à Success Story. Je suis votre hôte, Scott DeClary. Le podcast Success Story fait partie du réseau de podcasts HubSpot. HubSpot soutient non seulement l'émission, mais aussi les entrepreneurs. C'est pourquoi je suis un grand fan de HubSpot. Je suis très reconnaissant envers HubSpot pour leur soutien à l'émission, car ils aident les entrepreneurs. En tant qu'entrepreneur, je sais qu'il faut beaucoup pour développer votre entreprise. Attirer l'audience, vendre, faire du marketing, noter les prospects, gérer les canaux, créer du contenu, travailler de longues journées, des nuits et des week-ends, en souhaitant une solution plus facile. Mais elle existe. Breeze est la nouvelle gamme d'outils d'IA de HubSpot. Les marketeurs et entrepreneurs peuvent désormais facilement attirer des audiences, augmenter les leads, noter les clients et conclure des affaires rapidement, annonçant de belles célébrations pour votre entreprise. Visitez HubSpot.com Marketers pour plus d'infos. Stephen, je suis ravi que tu sois là. On va bien s'amuser. Je voulais commencer ici. Donc, la mission de Barnes Noble était de rendre les librairies moins intimidantes pour les New-Yorkais de la classe ouvrière. Mais ce que vous faites actuellement, c'est que vous prenez la littérature italienne historique et vous la rendez accessible aux lecteurs anglais. Donc, je vois un peu de continuité, mais voyez-vous un fil commun dans votre travail actuel par rapport à ce que vous faisiez avant? Eh bien, c'est intéressant parce qu'après près de 40 ans à vendre les livres des autres, je vends enfin l'un des miens. Et je regarde un autre côté de la pièce, pour ainsi dire. C'est très gratifiant de le faire. J'ai eu l'impression que ma carrière de libraire était une de grandes réalisations. Nous avons toujours considéré Barnes Noble comme une entreprise axée sur un objectif et apporter des livres dans des endroits qui étaient auparavant, appelons-les des déserts de librairie d'une certaine manière, était une chose cruciale pour nous. Nous avions l'habitude de dire nous faisons un travail important en tant que libraire et quand j'interviewais des gens qui venaient travailler pour l'entreprise, ils disaient « Eh bien, vous savez, je pense à cette entreprise ou à une autre entreprise. » Et je disais « Eh bien, préféreriez-vous vendre des livres ou des fournitures de bureau ?» Et je les ai généralement obtenus parce que c'est attrayant. C'est un excellent endroit pour travailler, être entouré de livres. C'est traiter avec des écrivains et des auteurs. Et travailler dans une librairie est une éducation en soi. Et nous aimons l'idée d'embaucher des gens qui apprendraient sur le tas. Vous savez, juste la pratique de toucher un livre et de le mettre sur l'étagère et de regarder les autres livres qui sont sur l'étagère vous introduit à un monde que vous n'auriez peut-être pas connu auparavant. Parce que les librairies proposent tant de sujets différents. Vous savez, on peut vous confier la tâche de ranger des livres dans une section.
Vous n'avez jamais pensé à lire sur l'histoire italienne ou sur la guerre civile ou à lire Virginia Woolf ou quelque chose? Et vous touchez le livre et vous dites « Waouh, vous savez, il est dans votre main, il devient réel. » Et ce qui est génial de travailler dans une librairie. Et bien sûr, vous parlez aux clients et aux employés et aux écrivains qui viennent rendre visite. Oui, je pense que tout est question de, comme je regarde le travail que vous avez fait dans votre vie, et tout est question de rendre les choses accessibles. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Et même la façon dont vous, mon Dieu, même la façon dont vous avez simplement décrit le sentiment d'être dans une librairie, comme ça me donne vraiment envie d'aller, comme dans une librairie tout de suite. C'est une expérience différente et c'est une manière différente de consommer le savoir. Je veux dire, parlons même de votre vie et de votre parcours, parce que je pense que c'est très important. Évidemment, les gens connaissent la marque Barnes Noble et nous n'avons pas à faire une histoire complète sur tout. Nous pouvons y aller autant ou aussi peu que vous le souhaitez, mais peut-être même souligner un point d'inflexion dans votre vie qui vous a poussé sur le chemin que vous a amené dans le monde du livre, parce que ce qui vous a amené dans le monde du livre, je suppose, c'est ce qui vous a finalement conduit à cette partie de votre vie ou à cette saison de votre vie où vous traduisez et mettez votre propre livre dans le monde. Donc, il y a un chemin entre tout cela. Quel a été le point d'inflexion qui vous a amené dans le monde du livre, en dehors de votre frère et de Purchase Barnes Noble? Y a-t-il eu d'autres éléments qui vous ont mis sur cette voie? Eh bien, commençons par le fait que mon frère, quand il a fondé l'entreprise et qu'il était dans le secteur depuis la fin des années 60 et qu'il a acheté Barnes Noble, qui à cette époque était une entreprise en faillite en 1971. Mais quand il est entré dans le monde du livre, il a été la première personne à réellement mettre des livres dans ma main. Et je me souviens d'un des premiers livres qu'il m'a donné, je pense que j'avais 10 ans à l'époque. C'était Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Et je parle d'élargir l'esprit d'un enfant de 10 ans, vous savez, avoir un livre comme ça. Et puis, il m'a donné à lire Kurt Vonnegut et Franz Kafka. Donc, très tôt dans ma vie, j'étais un lecteur et un lecteur assidu. Et quand j'ai décidé d'en faire une carrière, cela m'a semblé être une extension très naturelle. Et c'était une entreprise au service des gens. Vous savez, le commerce de détail est axé sur le service. Et cette idée m'attirait beaucoup. Maintenant, les librairies que vous connaissez qui existent aujourd'hui, les magasins Barnes Noble, ne sont pas sortis de nulle part. Nous avons passé la plupart des années 70 et 80 à tester différents types de formats de magasins dans différents endroits. Et ce n'est qu'au début, à la mi-année 90, que nous avons trouvé cela. Idée, et ils les ont appelés des supermarchés de livres, d'un grand magasin avec beaucoup d'espace confortable, avec un café, une façon d'être le troisième lieu, si vous voulez, la maison, le travail, la librairie, où vous passeriez du temps libre. L'idée que les librairies sont assez résistantes face à tant d'autres formes de médias disponibles pour les gens. Et bien que j'ai pris ma retraite il y a 10 ans, Barnes Noble a presque autant de magasins maintenant qu'à l'époque et l'entreprise se porte plutôt bien. C'est donc une bonne nouvelle pour les lecteurs et les écrivains de savoir que les livres sont si largement disponibles et vous avez maintenant d'autres formats. Mon livre est disponible en brochet, en livre numérique et en livre audio. C'est donc formidable de voir le secteur du livre prospérer. Vous regardez toutes ces évolutions technologiques des médias. Donc maintenant, nous avons des podcasts, et nous avons YouTube, et nous avons autant de jeux vidéo et de chaînes de télévision que nous avions. Sinon 10 fois plus ou 100 fois plus. Pourquoi pensez-vous que la lecture et les livres ont une telle longévité, surtout à l'ère des nouveaux médias, quand les gens peuvent écouter un podcast, même de l'auteur?
Je suppose que je suis partial parce que pour moi, il n'y a rien de tel que de se perdre dans un bon livre. Et bien sûr, les livres servent à un but informatif si vous voulez apprendre quelque chose. Nous avons toujours considéré les librairies comme des lieux d'aspiration à l'apprentissage pour que les gens viennent et explorent des choses qu'ils veulent. Vous savez, ils veulent s'y intéresser. Je n'oublierai jamais l'un des premiers grands magasins que nous avons ouverts en dehors de New York City. C'était au Minnesota, dans une banlieue du Minnesota. C'était l'un des premiers grands magasins que nous avions ouverts. Nous doutions du succès de cela. Et je me souviens vivement de la soirée d'ouverture. Les portes s'ouvrent, l'endroit est bondé et je vois un gars qui, d'accord, vous pourriez le regarder et dire, eh bien, il n'est pas un lecteur, mais il avait un bras plein de livres. L'un était sur la guerre civile, l'un était sur le bouddhisme, il avait un livre de cuisine et je pense qu'il avait un roman de Faulkner. Et je l'ai regardé et je ai dit, c'est pourquoi les librairies sont importantes. Nous faisons un travail important. Cela va fonctionner parce que j'ai vu l'acceptation de cela. Donc, les librairies répondent à un besoin, bien sûr, d'information pour que les gens apprennent. Ils servent aussi des livres comme divertissement. Vous savez, se perdre dans un grand roman, comme Les Vengeurs siciliens, il n'y a rien de tel. Vous savez, rien n'égale ça. Vous pourriez regarder un film, il passe. Je suis un grand fan de films, mais il n'y a rien qui puisse remplacer l'expérience de se perdre dans un livre. Et je pense que c'est pourquoi le business a été si résilient. Et vous avez des milliers d'années de livres à consulter, n'est-ce pas? Je veux dire, vous pourriez lire les classiques grecs et romains, vous savez, qui sont toujours aussi captivants qu'ils l'ont toujours été. Vous pourriez lire des romans contemporains? J'essaye d'être aussi à jour que possible en matière de lecture, mais il y a plus de livres que je voudrais lire que de temps qu'il me reste. Vous savez, tout le monde a sa propre, disons, liste de choses à faire avant de mourir. Et souvent, je prends simplement un classique et je dis, je n'ai jamais lu ça avant. Mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas lu, vous savez, La guerre et la paix de Tolstoï, et c'est juste là pour vous? Vous savez ce que j'aime dans les librairies et les livres physiques? C'est, à l'ère des médias sociaux, et appelons-le nouveau média, par manque d'un meilleur terme, les algorithmes ont toujours des agendas et les algorithmes vous fournissent du contenu qu'ils pensent que vous aimez. Mais lorsque vous entrez dans une librairie, il n'y a pas d'agenda, vous laissez simplement votre curiosité vous guider et je pense que cela ouvre beaucoup plus votre esprit parce que vous aimez un peu ce monsieur dont vous parlez lors de cette soirée d'ouverture. Il prend des livres que s'il était assis devant un ordinateur, il n'irait jamais dans ces sujets et se soucierait plus de ces sujets, plus probablement que non. D'accord? Et je pense que c'est la beauté de la chose. Comme si vous regardez même le type de travail que vous produisez, donc le travail que vous avez réellement produit après des années de vente de livres et que vous avez traduit Sicilian Avengers de l'italien à l'anglais. C'est le fruit de votre labeur. Je veux dire qu'il y a tellement de nuances dans le fait de sortir une œuvre et de la mettre sur une étagère et quelqu'un qui va l'explorer et la trouver. Franchement, si vous ne faisiez pas cela, personne ne connaîtrait jamais cette histoire. Très peu de personnes aux États-Unis connaîtraient jamais cette histoire. Ils ne trouveront jamais ça sur YouTube, n'est-ce pas? YouTube ne va pas proposer Les Vengeurs siciliens, qui est une belle histoire, dans l'algorithme de votre fil d'actualité. Cela n'arrivera jamais. Donc vous manquez toutes ces œuvres, et bien sûr, il y a de la fiction, il y a de la non-fiction, mais le truc, c'est que je suis un grand fan, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction, si vous ouvrez simplement votre esprit et l'élargissez et lisez, je trouve que cela nourrit votre créativité, je trouve que cela nourrit votre vision du monde de manière plus holistique et pas aussi myope. Je pense qu'il y a juste un bénéfice net à vous ouvrir à différents types d'informations et de formats qui ne sont pas la vidéo YouTube qui parle de résoudre le problème exact auquel vous êtes confronté en ce moment dans votre vie.
Vous devez aller regarder ça aussi. Mais je crois qu'une personne est bien plus que cela. Je pense que parce que nous ne lisons pas autant et que nous ne nous ouvrons pas à autant de nouvelles idées et concepts, que ce soit juste pour le loisir ou que ce soit plus sérieux. Je pense que nous avons cette sorte de vision en tunnel quand il s'agit d'information. Et je pense que cela crée en réalité beaucoup d'anxiété et de stress dans nos vies. Je pense que les livres et les loisirs qui élargissent votre pensée sont une belle chose et que les gens devraient ainsi adonner davantage. Mais je veux dire, vous avez vu cela de vos propres yeux. Vous avez probablement des opinions sur la façon dont les gens consomment du contenu maintenant par rapport à comment ils le faisaient il y a 10 ans, il y a 15 ans. Vous avez utilisé le mot sérendipité précédemment. Et je me souviens avoir écrit le brief pour notre nouveau concept de supermarché du livre, si vous voulez. Et j'ai utilisé le mot sérendipité. Je voulais que le design du magasin soit presque organisé d'une certaine manière, mais aussi un type d'environnement où vous pourriez vous perdre. Et vous pourriez tomber sur quelque chose que vous n'aviez pas prévu lorsque vous êtes entré dans le magasin. La sérendipité est au cœur du sujet d'une bonne librairie. Et bien sûr, la grande chose à propos de l'Amérique et des magasins que nous avons ouverts est le Magazines Barnes Noble. Se ressemblent et partagent certaines caractéristiques de conception, mais ils sont tous différents. Et une librairie réussie est celle qui est très, très adaptée à la communauté qu'elle sert. Donc nos managers avaient une énorme discrétion en termes de quels livres étaient sur l'étagère. Vous savez, quels livres étaient exposés. Vous savez, et ils commanderaient les livres qu'ils pensaient que leurs clients étaient intéressés. Et c'est ce qui a fait la différence. Vous pouvez aller à 2 librairies Barnes & Noble situées à seulement quelques kilomètres l'une de l'autre. Et ils auraient des sélections différentes. Bien sûr, mais au fond, si quelqu'un entre et veut acheter un classique ou quelque chose, bien sûr, tous ces livres sont là. Mais c'est une entreprise très locale. Parlez-moi de votre parcours en tant que président-directeur général et de la période après votre départ, lorsque vous essayez de déterminer le prochain chapitre de votre vie. Parce que vous avez mentionné que ce travail et ce sur quoi vous travaillez maintenant avec les Vengeurs siciliens, tout cela est lié à vous, à votre famille, en quelque sorte, à votre parcours professionnel. J'ai considéré une grande partie de ce que nous avons fait pour développer Barnes Noble comme audacieux, pour faire des choses que les gens doutaient qui ne fonctionneraient pas, surtout l'idée de ne pas seulement de grands magasins, mais de grands magasins dans des communautés de taille moyenne, des villes de taille moyenne. Nos magasins les plus prospères étaient souvent dans des endroits qui n'avaient jamais eu de librairie auparavant. Les gens venaient comme si c'était un désert de vente de livres. Donc quand j'ai pris ma retraite, quelque chose d'audacieux était en quelque sorte prévu. Le début de ce projet est né d'un événement tragique. En 2008, nous avons perdu notre fille, Mélissa, qui avait 20 ans à l'époque à cause de la leucémie. Elle a mené une lutte courageuse pendant 1 an et malheureusement, cela a pris sa vie. Après cela, je cherchais un moyen, ma femme Laura et moi, de continuer avec nos vies. Pour tracer un nouveau chemin, si vous voulez, Et j'ai pensé, ai eu l'idée un jour de pourquoi ne pas étudier quelque chose ensemble? Et pourquoi pas la langue italienne? J'avais étudié plus tôt dans ma vie, mais je n'ai jamais gardé le rythme. Mes grands-parents étaient siciliens, ce que je peux comprendre. Alors nous avons commencé à prendre des leçons ensemble et c'était fantastique. C'était une chose merveilleuse de faire quelque chose comme ça avec votre femme et Quelques années après le début des cours, notre professeur nous a donné ce roman italien qui faisait 1000 pages et qui avait un aspect un peu étrange. C'était vraiment
épais, 2 volumes épais comme 2 dents, et nous avons commencé à le lire et en sommes tombés amoureux. C'est un excellent roman historique. Il est plein d'aventures, de scènes de cap et d'épée. Il m'a immédiatement captivé parce que quand j'étais enfant, j'avais l'habitude de lire Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo est l'un de mes livres préférés. Alors ça nous a vraiment captivés. Et à mi-chemin, j'ai décidé, eh bien, vous savez, laissez-moi obtenir une copie anglaise de ceci. Je voulais voir si notre traduction était bonne. Vous savez, je voulais le comparer et j'ai découvert que le livre n'avait jamais été traduit en anglais. Alors j'ai déclaré que j'allais le faire et c'était la chose audacieuse. Cela a pris 3 ans. C'est 1000 pages, donc cela en soi était l'un des principaux défis, mais c'était gratifiant, c'était une expérience d'apprentissage, c'était plein de nouveaux rebondissements et tournures dans l'apprentissage de la langue. Comment le traduire, pas mot pour mot, ce qu'un traducteur ne fait pas, mais pour comprendre le sens des mots et des phrases, et finalement le rendre agréable, vous savez, pour le lecteur anglais. Et cela a pris 3 ans et nous sommes ici maintenant avec les 2 volumes publiés. Ce qui le rend fascinant. C'est fascinant quand vous avez même pris le projet. C'est fascinant. Mais c'est aussi, je ne sais pas si déprimant est le mot juste. Ce que je veux dire, c'est triste de penser à combien de sagesse et de connaissances n'est tout simplement pas disponible. Juste parce que nous ne savons pas que cela existe, c'est écrit dans une autre langue, nous ne le recherchons pas, nous ne l'aimons pas. C'est comme la belle histoire sur laquelle vous êtes tombé par hasard. Nul n'aurait su que cela existe. Et je suis tellement curieux de savoir combien de sagesse est perdue, parce que nous n'avons pas de personnes comme vous qui trouvent tous ces travaux partout dans le monde et les traduisent. Parce que je suis un fervent croyant que la plupart des sagesses ne sont pas nouvelles, n'est-ce pas? Rien n'est vraiment nouveau. Tout a déjà été découvert et compris d'une façon ou d'une autre. Il suffit de puiser dans ces ressources. Et vous avez fait cela, dans une certaine mesure, vous savez, quand vous pensez à prendre en charge ce projet. Vous avez vu tellement de livres au cours de votre carrière, probablement plus que beaucoup de personnes qui n'ont jamais vécu n'ont vu simplement à cause du travail que vous avez fait. Qu'est-ce qui fait? Un livre incroyable ou une histoire incroyable? Qu'est-ce qui a fait que celui-ci se démarque particulièrement pour vous? J'ai toujours été attiré par les gros livres, les gros romans. 500 pages, 600 pages, 700 pages, quelque chose que vous pourriez vous perdre dedans. Et comme le dit ma femme Laura, ce livre a quelque chose pour tout le monde. C'est un roman historique, c'est un roman d'aventure. Il y a des scènes de combat d'épée dans le livre. Il y a une histoire d'amour. Et au cœur de tout cela, il y a une histoire de justice. Le livre parle d'une secte secrète appelée les Beati Paoli, qui était le nom du roman italien. Je ne crois pas que ça marcherait en anglais. Qui vient à la défense des gens du peuple qui sont la proie par l'aristocratie, par les propriétaires terriens, par les barons et souvent par l'Église. Parce qu'à cette époque, la Sicile était encore une société féodale et l'Inquisition était en plein essor. Les gens étaient accusés d'hérésie. Ils étaient emprisonnés, torturés et exécutés. Alors, il s'agit de justice dans le sens de, vous savez, vers qui les gens se tournent quand ils ont été injustement accusés de quelque chose, quand ils ont été persécutés, quand ils n'ont nulle part où aller. Et cette secte secrète
qui est en partie basé sur l'histoire et en partie sur le mythe, intervient. Et c'est l'intrigue principale du livre. Et ils viennent à la défense de l'un des personnages principaux. Et si vous y pensez, si vous y pensez comme ça, ce genre de scène que vous venez de décrire, est-ce parce que j'ai entendu parler de termes comme le voyage du héros et tous ces autres arcs narratifs? Est-ce quelque chose qui est presque comme quel est le mécanisme littéraire qui rend cela captivant? Parce que je pense que c'est un thème que vous voyez dans beaucoup de livres très populaires. Eh bien, c'est une histoire de vengeance et trahison sous tout cela. Il y a des amitiés et des rivalités. C'est une histoire à plusieurs niveaux. C'est pourquoi je pense qu'elle est attrayante parce que les personnages du livre, la plupart d'entre eux sont fictifs, mais certains ne le sont pas. Elle était donc ancrée dans la réalité historique. Vous pouvez donc extraire des éléments de l'histoire réelle. Il y a un complot de succession au cœur de l'histoire, ce qui, pour les personnes qui ont vu Succession sur Home Box Office, peut-être que cela peut les attirer. Et il y a une histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour. J'allais dire, il y a tous ces éléments. Ouais, il y a une histoire d'amour. Parce qu'il y a, je ne veux pas trop révéler, mais il y a 2 femmes dans le livre qui se disputent l'amour du même homme. Et il y a un autre rival là-dedans. C'est donc pour cela que je pense qu'il est attrayant, maintenant. La secte qui est au cœur du livre a été considérée comme les précurseurs de la mafia sicilienne. Maintenant, les lecteurs américains et les Américains ont été fascinés par la mafia pendant si longtemps, pas seulement à cause des films et du livre Le Parrain. Mais il y a un élément de cela. C'est un fait que certains mafieux du XXe siècle, des personnes qui étaient dans la mafia sicilienne, prétendent être des descendants de cette société secrète. Je pense qu'il y a plus de mythes à cela que de vérité. En réalité, je considérerais cette secte secrète dans ce livre plus comme un jeu de type Robin des Bois que comme moderne, vous savez. Et que vous les souteniez ou non, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ils se font certainement remarquer, et vous savez, ce livre en Sicile est très très connu. Même s'il a 100 ans, jamais auparavant publié en Amérique en anglais, il est très très connu en Sicile. Je viens d'y retourner en fait de là. Et cette secte, ils étaient considérés comme des héros parce qu'ils sont venus à la défense des faibles. Vous regardez aujourd'hui et la méfiance des gens envers les institutions, qu'il s'agisse des tribunaux ou des médias ou du gouvernement, n'a jamais été aussi basse. C'est un niveau historiquement bas. Et ici, vous avez le attrait du hors-la-loi qui va venir vous sauver d'une persécution injuste. Et c'est là que réside l'attraction, c'est le battement de cœur de l'histoire. La justice sera-t-elle rendue ici? Et lisez le livre pour le découvrir. quand on y réfléchit, vous vous êtes lancé dans cette aventure. De toute évidence, 3 ans représentent une durée significative. Avec le recul, lorsque vous pensez aux options de création d'un livre, que ce soit en traduisant ou en écrivant à partir de zéro, pouvez-vous donner quelques conseils aux auteurs dans le public sur les avantages et les inconvénients de l'un ou l'autre, parce que vous avez maintenant entrepris ce voyage, mais vous avez également été exposé à tant d'écrivains. Je veux dire, vous avez des idées sur l'écriture de quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant aussi. Parlez-moi des 2 façons de commercialiser un livre, la meilleure façon de le faire. Eh bien, ma femme et mes filles m'encourageaient toujours à écrire un livre. Traduire un livre est assez différent. Vous ne travaillez pas avec une page blanche. Vous savez, je pense que j'ai
même si j'ai été dans le commerce de livres si longtemps. Faire cela m'a donné une telle appréciation de ce qu'un écrivain fait avec une page blanche, Je travaillais à partir de quelque chose qui était déjà écrit et à faire. Il ne fait aucun doute que ce sont mes mots, mais j'ai dû travailler à partir de ce que nous pourrions appeler un bref, et j'ai dû prendre chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe, et les façonner en quelque chose que je pensais être attrayant et agréable pour le lecteur anglais. Mais j'ai une nouvelle, disons, appréciation pour le travail que font les écrivains. J'ai de nombreux amis écrivains. Et pensez simplement à certains écrivains, de nombreux écrivains, qui publient des livres chaque année. Ils en sortent un par an. James Patterson en sort plus d'un par an. Alors, j'ai une immense admiration et respect pour ce genre c'est de la créativité et de la discipline. Vous savez, vous devez penser à la discipline que cela implique, s'asseoir devant une page blanche et créer quelque chose qui fascinera les autres et qui fera de vous un fan année après année après année. Lisez chaque livre que vous publiez. Je pense que John Grisham, dont je suis un très grand fan, vient de sortir en réalité un non-fiction. Mais il a tendance à tisser de nouvelles histoires chaque fois qu'il sort un nouveau livre. Et ils sont chacun aussi similaires mais très différents les uns des autres. Parce qu'il a en quelque sorte perfectionné son approche de ce genre de roman. Et c'est un grand écrivain. C'est un écrivain fabuleux. Ouais. Je tiens à remercier le HubSpot Podcast Network pour son soutien continu à Success Story ces dernières années. Le HubSpot Podcast Network propose désormais d'autres excellents podcasts tels que My First Million. Si vous êtes entrepreneur ou prêt à transformer vos rêves en millions, vous devez écouter My First Million. Cette émission révolutionne le podcasting d'affaires, animé par Sam Parr et Shian Puri, un original du réseau de podcasts HubSpot. Il offre des échanges directs avec des self-made millionnaires qui vous révèlent concrètement leur parcours vers la réussite. Si vous voulez apprendre comment Alex Ramosi a construit son empire du fitness ou comment Sophia Amoruso a transformé Nasty Girl en un phénomène de mode, ce ne sont pas seulement des histoires de succès, ce sont les plans pour votre propre voyage vers le sommet. Chaque épisode décompose les stratégies exactes et les opportunités cachées que vous pouvez utiliser dès maintenant. Ne rêvez pas seulement de votre premier million. Apprenez comment le faire. Écoutez Mon premier million ou que vous obteniez vos podcasts. Quand vous regardez un projet comme celui-ci, Donc c'est très différent de partir d'une page blanche. Vous avez ce brief avec lequel travailler, mais vous devez toujours comprendre comment l'utiliser. Je suis également curieux de savoir comment fonctionne l'entreprise ou la mécanique derrière la prise d'un texte écrit dans une langue, sa traduction en anglais, puis sa vente et sa commercialisation, car il y a tout un processus là-dedans. Peut-être que vous pourriez parler de cela pendant une seconde, mais je suis aussi curieux de savoir non seulement l'entreprise derrière tout cela et toutes les choses que vous avez probablement dû comprendre et découvrir comment faire cela correctement et avec succès, mais aussi comment adaptez-vous ce brief pour vous assurer qu'il sera bien reçu aux États-Unis. Comme vous l'avez dit, vous ne pouvez pas simplement traduire mot pour mot. Alors oui, parlons de l'entreprise de comment faire cela, parce que je n'ai aucune idée de comment commencer si je devais regarder un livre dans une autre langue. Avez-vous besoin d'obtenir des droits pour cela? Devez-vous payer des royalties à quelqu'un? Quel est le business de la traduction d'un livre et de sa vente? Eh bien, ce livre particulier est dans le domaine public. Il a été publié en plusieurs parties. On les appelle des romans en série, un peu comme ce que Charles Dickens a fait au XIXe siècle. Et il a été publié en plusieurs parties. Plus de 239 épisodes sur une couple d'années, une période de 2 ans. Donc, c'est dans le domaine public. Donc, je n'ai pas eu à acquérir les droits, vous savez, du livre. Quand j'ai pensé à le traduire, j'ai dit, d'accord, qu'est-ce que cela va prendre? J'ai dit à penser à moi-même. Alors, j'ai dit, laissez-moi essayer ça.
Laissez-moi faire la première page. Laissez-moi traduire la première page. Regardez-le. Je l'ai donné à mon professeur italien ou italienne. Et je lui ai demandé comment cela se présente, et elle a immédiatement apporté beaucoup de corrections, mais m'a encouragé à continuer. Alors j'ai continué à faire cela. Je l'ai écrit à la main. J'ai un mur de dictionnaire derrière moi, et j'avais un peu d'aide, beaucoup d'aide avec l'un des enseignants de l'école où nous allons. Vous savez, nous prenons des leçons. Donc tu sais que tu commences avec réalisant rapidement qu'une traduction mot à mot ne va pas fonctionner parce que la langue est tellement différente, la syntaxe est différente, les pronoms sont différents. Donc j'ai dû très rapidement m'habituer à la rendre lisible pour le lecteur anglais, et je dirais que le livre est passé par 2 ou 3 premières ébauches substantielles, vous savez, des ébauches. Puis quand j'ai trouvé notre éditeur, mon éditeur, nous avons fait examiner la traduction anglaise par un éditeur d'un point de vue anglais, et cela a beaucoup aidé. Elle a fait un excellent travail, car je pense que la plupart des écrivains vous diront de bons éditeurs peuvent vraiment vous aider, car c'est une autre voie. Vous savez, la regardant d'un œil neuf. Donc, je dirais que quiconque cherche à publier son propre livre ou qui travaille avec un éditeur, vous devez accepter l'idée de la critique et de l'aide. Non seulement pour des raisons grammaticales, mais aussi pour des raisons de clarté, des façons alternatives de dire les choses. Et donc, cela, en soi, était une expérience d'apprentissage. Comment obtenez-vous un éditeur? Pour croire au concept Le concept est déjà prouvé dans une certaine mesure, car c'est un livre très réussi dans une autre langue et une autre partie du monde. Mais je suppose que l'éditeur se demanderait encore, d'accord, ce sera techniquement un premier auteur. Alors, comment savons-nous que cela va être un succès? Comment savons-nous, si nous y consacrons du temps, de l'énergie et même de l'argent, que cela sera bien accueilli par les États-Unis en 2024? Eh bien, j'ai eu la chance de trouver quelqu'un chez l'éditeur qui était un défenseur du livre. Donc, ils y croyaient. On ne sait jamais ce qui va se passer. Je ne sais pas, toute poursuite créative, que vous écriviez un livre, que vous sortiez de la musique ou un film, vous ne savez jamais jusqu'à ce que ce soit entre les mains du public, dans ce cas, les lecteurs. Donc, mon éditeur a été totalement favorable à cela et ils m'ont demandé au début ce que vous cherchez ici, quelles sont vos attentes. Et j'ai dit, regarde, j'ai travaillé sur cela pendant 3 ans. Je veux juste le faire connaître. Je veux le voir entre les mains des gens. Et s'il réussit, et s'il trouve un public, quelle que soit sa taille, je serai heureux, bien sûr. Je veux vendre autant d'exemplaires que je peux, mais je suis très heureux d'être ici et de l'avoir fait, et nous laisserons les lecteurs décider. Les gens me le demandaient souvent au fil des années. Qu'est-ce qui fait vendre un livre, Monsieur Riggio? Pouvez-vous me dire ce qui fait vendre un livre? Ma réponse serait toujours bien si je savais ça. Je serais comme l'une des personnes les plus puissantes du monde pour vous donner une recette pour cela. La vérité est que vous ne savez pas. Tant de facteurs entrent en jeu. Je pense que le principal, et c'est vrai surtout pour la fiction, serait le bouche à oreille. Les gens se le disent, recommandent le livre les uns aux autres. Et de nos jours, les médias sociaux jouent un grand rôle à cet égard. Les gens ont des clubs de lecture en ligne, des vidéos de livres, il y a des discussions sur les livres sur TikTok.
Donc c'est un nouveau monde en ce sens. Et je pense que c'est seulement bon pour les écrivains et les lecteurs, parce que avant, tout ce que vous pouviez faire était de mettre une publicité, de mettre une annonce dans un journal. Et vous savez, ce n'était rien que vous pourriez mesurer. Donc le bouche à oreille est vraiment de quoi il s'agit, je pense. Et les critiques de livres, ce genre de choses. Critiques de livres. Avec un bon livre, vous obtiendrez des critiques. L'essentiel est d'avoir le bon produit, n'est-ce pas le but? Avec un bon produit, une grande partie du marketing se fait naturellement. Mais si vous pensez à toutes les autres choses qui entrent dans le livre. Donc, pour supposer que le livre est incroyable, les auteurs ont sorti ce travail incroyable. Même pour le mettre dans un Barnes Noble, par exemple, y a-t-il une stratégie pour faire cela? Je veux dire, je pense que vous avez probablement comme un passe rapide parce que vous le dirigez à un certain point. Mais pour l'auteur moyen, même le fait de le mettre dans un Barnes Noble est un énorme accomplissement. Alors, quel serait un conseil ou une recommandation pour quelqu'un qui veut faire entrer son livre dans Barnes Noble? Vous savez, j'aimerais pouvoir vous donner la réponse à cela. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'auto-édition a explosé. Maintenant, la plupart des librairies en Amérique font peut-être 2000 ou 3000 pieds carrés de taille. Elles ne peuvent contenir qu'un certain nombre de livres. Il y a probablement 1 million de livres imprimés. Donc, pour que vous puissiez mettre votre livre dans un magasin, cela signifie que le magasin doit retirer quelque chose de l'étagère pour faire de la place pour le vôtre. Donc, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Eh bien, j'ai écrit ce livre. Il devrait être à l'avant de chaque Barnes Noble à l'échelle nationale. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous savez, les librairies, les bonnes librairies répondent à leurs clients. Donc, si je fais du bon travail en faisant la promotion de ce livre, en allant là-bas en parler, les gens en entendent parler, ils iront dans les librairies et demanderont le livre. Et cela mettra le livre là-bas. Donc, je dirais que sur le marché actuel, l'auteur doit compter sur leur propre initiative pour faire passer le mot à propos des livres. Certaines personnes ont plus de talent pour cela que d'autres. Ils ont plus de followers et une plus grande présence sur les réseaux sociaux avec un meilleur sens des médias. Dans mon cas, j'ai engagé mon propre attaché de presse en raison de mes années d'expérience dans le domaine du livre. Vous savez, j'ai vu à quel point cela pouvait être efficace ou non en fonction de la manière dont c'était exécuté. Même il y a des années, avant les médias sociaux, quand les écrivains me demandaient « donne-moi un conseil », je dirais « engage ton propre attaché de presse indépendant de l'éditeur comme un complément pour profiter de ce que l'éditeur ferait » et je pense que cela reste vrai aujourd'hui. Et si vous regardez même ce sur quoi votre attaché de presse se concentre actuellement pour l'auteur qui est en pleine ascension, ils n'ont pas de bilan, un peu comme vous. Vous êtes un nouvel auteur. Je veux dire, je continue à dire comme l'auteur en devenir, mais c'est votre première incursion dans l'écriture. La stratégie, au-delà d'avoir un excellent produit, est-elle de faire du bouche à oreille? Je remarque que beaucoup de gens participent à des podcasts. Est-ce le genre de stratégie actuellement? Est-ce le médium auquel les gens répondent le mieux pour les nouveaux auteurs, pour les nouvelles idées? Oui, il paraît que les podcasts sont de plus en plus essentiels pour promouvoir les livres. Instagram, les podcasts, YouTube sont probablement plus importants et plus efficaces pour promouvoir les livres que tout ce dont je me souviens de ma vie antérieure. Tu sais, Sans doute, sans doute. quand tu regardes en arrière ta vie et ta carrière et, tu sais, ta saison en tant que président-directeur général, puis ta saison en tant qu'écrivain, quelle a été l'importance de ce projet pour votre développement après votre poste de président-directeur général?
Eh bien, en traduisant le livre, nous avons commencé à visiter la Sicile. Et c'était la première fois, même si mes grands-parents paternels sont nés en Sicile, ils n'en parlaient pas beaucoup. Mon grand-père est mort avant ma naissance, mais nous n'avions pas beaucoup en termes d'archives familiales ou même d'histoire orale. Donc, j'étais le premier membre de la famille, croyez-le ou non, pour y retourner. Mes grands-parents avaient 7 enfants. Aucun d'entre eux n'est jamais retourné. Donc, aller en Sicile, tout en traduisant ce livre, le lire et le traduire, a été une sorte de moment charnière pour moi dans la prise de conscience de mon passé et de mes ancêtres. J'ai découvert que mon grand-père, que je n'avais jamais connu, était un orphelin. Le personnage principal, dans Les Vengeurs siciliens, est un orphelin. Il y avait donc un certain destin là pour moi à me connecter. Et j'ai finalement retracé ma famille sur plus de 400 ans. C'était donc une chose gratifiante de me connecter à mes racines siciliennes. Et au cours de tout cela, nous avons découvert des parents éloignés en Sicile avec qui nous sommes devenus proches. Ils ne parlent pas un mot d'anglais, ce qui est bon pour mon italien. Je dois y aller et être actif tout le temps, tu sais. Alors, et ma femme parle aussi italien. Alors nous apprécions nos visites là-bas et nous aimons maintenant la Sicile. Ce que j'espère, je ne sais pas si nous en avons parlé avant, mais les Italo-Américains, la communauté italo-américaine, la communauté sicilo-américaine a souvent été victime de représentations stéréotypées dans les médias, dans les livres, dans les films, dans les séries télévisées, vous savez, souvent liées à des connexions avec des criminels et la mafia. Et je pense que c'est une tragédie. Les gens parlent de l'Amérique comme d'une nation d'immigrants, de New York comme un creuset. La Sicile, c'est ça amplifié. Pendant 2000 ans, la Sicile a été envahie, conquise, peuplée par les Grecs, les Romains, les Phéniciens, les Arabes, les Normands, les Byzantins et les Espagnols. Intéressant, dans chaque cas, il semble que le peuple sicilien ait absorbé ces cultures plutôt que, bien sûr, d'être dominé par elles. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et si vous lisez le livre, vous pouvez voir la mesure dans laquelle la Sicile a été dominée par d'autres cultures. Et si vous avancez dans l'histoire sicilienne jusqu'aux Bourbons espagnols, qui étaient détestés pour leur répression brutale du peuple sicilien. Mais quand vous vous promenez dans les rues de Palerme, vous pouvez observer le résultat des civilisations dans les monuments, églises et bâtiments. Un temple grec remplacé par un temple romain, par une église chrétienne, par une mosquée arabe, par une église normande dans le même bâtiment. Et il y avait des périodes de l'histoire sicilienne qui étaient maintenant, en le regardant avec une perspective éloignée, les endroits les plus tolérants sur Terre. Vous savez, lorsque les Normands ont conquis la Sicile, ils ont gardé les Arabes qu'ils ont conquis dans leur propre administration. Le roi de Sicile parlait couramment l'arabe. Alors je vois la Sicile comme
un endroit si chaleureux et accueillant, et j'espère que les personnes qui liront le livre fermeront la dernière page et achèteront un billet d'avion pour la Sicile, pour l'explorer, parce que, vous savez, vous lisez le livre, les rues, les églises, les monuments, les bâtiments, tant d'entre eux existent. Vous pourriez les visiter? En fait, le nom de la secte secrète dans le livre est appelé le Beati Paoli, et vous pouvez faire des visites à pied de Beati Paoli en Sicile, à Palerme. C'est donc presque comme un guide de la Sicile, et surtout à Palerme. Je pense que c'est en fait très regrettable que les Siciliens aient été dépeints d'une certaine manière aux États-Unis. Donc c'est agréable. En fait, vous savez, c'est un non intentionnel. Effet secondaire positif de votre voyage. Vous savez, c'est intéressant parce que tout ce voyage que vous avez entrepris vient d'une période très sombre de votre vie, mais non pour diminuer cela, mais le résultat de cela est une très belle chose. Donc, je pense que si un positif pouvait sortir de cette situation très, très, très sombre, je pense que c'est probablement le meilleur résultat pour vous, pour votre famille, voire pour la culture que vous mettez en lumière. Je dis à la fin du livre, dans la section des remerciements, « Mon souhait le plus profond est que ce livre n'ait jamais existé, mais que la présence de notre fille dedans est indéniable. C'est donc quelque chose qui est né d'une tragédie, mais qui a donné quelque chose que ma femme et moi chérissons beaucoup. Et elle était avec moi tout le long, ce n'était pas une chose facile à faire, je pense que vous pouvez l'imaginer, ces 1000 pages, et j'ai beaucoup lutté dans de nombreux cas, mais c'est quelque chose que fait partie de nous maintenant, et fait partie de ma famille, d'une certaine manière, parce que j'ai beaucoup de cousins, je leur ai tous envoyé des copies, ils ont tous une copie maintenant. Et certains d'entre eux ne savaient pas que je me livrais à cette petite malice. Et vous savez, ils sont très heureux et fiers de cela. Je veux que vous donniez un morceau de... En fait, j'ai une question pour vous d'abord, parce que des tragédies comme ce qui est arrivé à votre fille, parfois je les vois briser des mariages et des familles. Il y a tous ces effets résiduels. Vous avez entrepris ce voyage et appris la langue ensemble avec le soutien de votre femme. Parmi les années très difficiles que vous avez traversées avec votre fille et ensuite face à cette tragédie, quelles sont quelques paroles de sagesse sur le maintien de relations solides, le maintien d'un bon mariage quand dans les meilleurs moments, mais aussi dans les pires moments, parce que je sais qu'elle a eu un impact majeur, votre fille et votre femme, je sais que toutes les deux ont eu un impact majeur sur votre vie. Alors, quels sont quelques mots de sagesse pour les personnes qui écoutent que vous avez réalisés? J'ai eu la chance de pouvoir prendre ma retraite. Donc nous avions, ma femme Laura et moi avions le temps de, laissez-moi le dire d'une autre manière. Je dirais que, et pour paraphraser Tolstoï, vous savez, toutes les familles heureuses se ressemblent et toutes les familles en deuil pleurent à leur manière. Nous avons trouvé une voie à suivre en faisant cela ensemble. Et en traduisant le livre, ou en lisant le livre ensemble, en prenant des leçons ensemble, était une façon pour nous d'ouvrir une nouvelle porte. Je pense que ce serait un conseil que vous savez que vous dépensez, peu importe combien d'années vous passez mariés. Vous savez, j'avais une carrière, ma femme Laura était enseignante, elle enseignait à des enfants de 3 ans. Ce que je maintiens est le travail le plus important au monde. Et nous avons eu la chance de pouvoir ouvrir une nouvelle porte par laquelle nous pouvions tous les deux passer. Un ami écrivain m'a écrit une note
disant Steve, mon Dieu, elle a dit, quand les hommes prennent leur retraite, ils se mettent au golf. Tu sais, qu'as-tu fait? C'est le niveau suivant. Donc, je suppose que ma réponse est trouver une nouvelle porte. Faites quelque chose que vous deux n'avez jamais fait auparavant et faites-le ensemble. Et cela a fonctionné pour nous, et nous continuons à étudier la langue ensemble et la bonne nouvelle. Eh bien, peut-être la mauvaise nouvelle pour moi, c'est que ce livre faisait 1000 pages. La suite fait 1700 pages. Et nous sommes en train de le lire maintenant. Et Laura me dit, eh bien, tu vas le traduire. Parce que tu dois lire le tout et le terminer avant de commencer. Parce que, tu sais, tu dois savoir où l'histoire va. Donc, je serai occupé pendant quelques années. Peut-être que la réponse à cette question sera la même ou similaire, mais la suite n'était pas seulement comment construire un grand mariage qui résiste à l'épreuve du temps, ce que j'adore. C'était comment trouver un but après la retraite. Serait-ce une réponse similaire ou diriez-vous quelque chose de différent? Comment trouver un but après la retraite? Il est intéressant que vous utilisiez ce mot, car lorsque j'interviewais des gens pour des postes chez Barnes Noble, ils me demandaient de décrire l'entreprise. Je dirais toujours que nous étions une entreprise axée sur le but. Notre mission était très, très claire. Dans ma retraite, je pense qu'il était important pour moi d'avoir un but. Maintenant, nous avons 2 petits-enfants, donc c'est un autre but pour être un bon grand-parent. Mais je pense qu'il était très important de trouver quelque chose qui vous passionnait. Tout le monde n'a pas la chance dans sa carrière de faire quelque chose qui le passionne. Et parfois, je pense que le meilleur ou le pire conseil de carrière que l'on puisse donner à quelqu'un est de faire quelque chose qui vous passionne. Parce que si vous êtes passionné par quelque chose, mais que vous n'êtes pas doué pour cela, vous savez que vous ne pourrez pas en vivre. Mais si vous avez la chance de prendre votre retraite, et à n'importe quel âge, alors je dirais suivez votre passion, et je pense que c'est ce que je fais. La langue italienne, comme je l'ai dit auparavant, m'a ouvert la porte non seulement à la langue et pas seulement à ce livre, mais aussi à d'autres livres écrits par des Italiens, à la fois en anglais et en italien. Les grands romans italiens. Il y en a beaucoup et j'encouragerai les gens à les rechercher. Les 2 grands que je connais sont Le Guépard de Lampedusa et Les Fiancés de Manzoni. Ce sont des œuvres de épiques. Des histoires qui se tiennent là-haut avec tout ce qui sort de Dickens ou Tolstoï, grands écrivains du 19e ou du 20e siècle. Eh bien, mon espoir serait que je veux que les gens, pour prendre votre livre, et nous allons le lier dans les notes de l'émission afin que les gens sachent tout l'obtenir. Je suis sûr qu'Amazon est partout ailleurs où vous obtenez des livres, mais nous le lirons dans les notes de l'émission. Et quelqu'un prend le livre, et le lit, et s'expose à tout d'abord. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui lit des livres régulièrement, j'espère que cela vous encouragera à le faire. Parce que je pense que bien sûr, nous pouvons nous perdre dans les nouveaux médias et YouTube et les podcasts. Et je pense que si vous n'êtes pas un lecteur assidu, et encore, cela peut être un livre audio, cela peut être un e-book numérique, Kindle, peu importe, cela pourrait être une copie physique. Je veux dire, j'adore aussi les copies physiques. Mais je pense que le but est, surtout avec des choses comme Sicilian Avengers, vous vous exposez à cette histoire qui existe depuis un certain temps.
centaines d'années et à laquelle vous n'avez jamais été exposé auparavant, mais ensuite utilisez cela comme une passerelle pour explorer d'autres œuvres et littératures en dehors des États-Unis. Et cela à l'échelle mondiale, ce qui en fait toute sa beauté. Je pense que les œuvres traduites deviennent de plus en plus populaires. Je pense que les éditeurs américains découvrent qu'il y a un marché pour les œuvres traduites et j'espère que mon livre, ma traduction, ouvre encore plus cette porte et insuffle aux éditeurs un peu d'élan pour chercher, vous savez, des œuvres similaires maintenant. Parce qu'il y a tellement de belle sagesse et de pensées et d'histoires qui sont déjà là. Et je souhaite que plus de gens aillent le découvrir. Je mettrai des liens dans les notes de l'émission pour le livre réel. Si les gens veulent entrer en contact avec vous, y a-t-il un site web ou un réseau social, même si vous n'êtes pas aussi actif sur les réseaux sociaux que certains auteurs? Je suis convaincu que vous tomberez aussi dans ce piège avec votre attaché de presse. Mais y a-t-il un réseau social en particulier où vous souhaitez diriger les gens? Si vous allez sur sicilianavengers.com, j'ai un site web pour le livre. Il y a un email de contact pour moi afin que les gens puissent me joindre. J'aime correspondre avec les gens, entendre leur point de vue et échanger des idées sur le livre, répondre aux questions. J'aimerais poser une dernière question, mais avant d'y aller, y avait-il quelque chose que j'aurais dû demander que je n'aurais pas su demander et que vous pensiez être un bon conseil ou une bonne sagesse pour le public? C'est l'une des meilleures interviews que j'ai faites. Vous êtes fantastique. Merci. Non, vous l'avez orienté d'une manière qui m'a permis de parler de choses, vous savez, qui ont été germant dans mon esprit. Donc, c'était super. Je noterai le témoignage, c'est parfait. Alors la dernière question que j'aime poser à tout le monde. Tu as eu une carrière incroyable, une vie incroyable. Si tu pouvais regarder en arrière et dire une chose à ton moi de 20 ans, qu'est-ce que ce serait? Oh mon Dieu! Tu ne peux vivre quelque chose pour la première fois qu'une seule fois. Donc, à chaque occasion, essaye d'être aussi profondément observateur des choses que tu peux l'être. Et je pense particulièrement avec des événements de vie importants, vous ne voulez jamais, vous voulez toujours chérir les événements de votre vie. Je ne le fais pas. Regarde en arrière, je pense que tout le monde a des regrets. Je dirais, ne vous inquiétez pas des regrets. Vous savez que vous allez avoir des regrets. Vivez simplement pour le jour et si vous suivez votre... Tout s'arrangera.